Salut tout le monde, du coup on va se retrouver pour une petite explication de l'insuffisance cardiaque. Donc d'abord on va commencer par expliquer ce que c'est que l'insuffisance cardiaque. En fait l'insuffisance cardiaque c'est l'incapacité pour les ventricules à assurer un débit cardiaque assez adapté aux besoins du corps. Concrètement en fait le cœur il va pomper mais pas assez. Et en fait ce qui va aggraver tout ça c'est que le corps il va essayer de compenser le manque d'efficacité et du coup ces mécanismes compensatoires vont être délétères. Par ce principe là il y a deux notions fondamentales à distinguer, c'est tout d'abord la précharge et la post-charge. La précharge c'est donc la pression que le sang exerce en rentrant dans le ventricule avant qu'il se contracte. Par principe, plus la précharge va être haute, donc plus la pression pour rentrer dans le ventricule va être haute, plus le ventricule va devoir contracter fort. Parce qu'il y a plus de sang qui rentre, donc du coup le ventricule doit pomper plus pour évacuer le sang qui rentre. Ensuite, on a la notion de post-charge. La notion de post-charge, c'est la pression que le ventricule doit vaincre afin d'éjecter le sang vers l'aorte ou l'artère pulmonaire. Plus la résistance est haute, plus le débit chute. Par principe, du coup, la post-charge va être plus forte, donc le ventricule va devoir exercer une plus forte résistance pour éjecter le volume de sang qui rentre. Donc voilà le principe de base. Quand le débit cardiaque chute, le corps il active les mécanismes neuro-hormonaux compensateurs. Donc le premier principe, c'est le système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique, quand il va être stimulé, il va créer de la noradrénaline. La noradrénaline, elle, quand elle va être créée, elle va augmenter la fréquence cardiaque et va augmenter aussi la pression artérielle par vasoconstriction. Ce principe-là, il va aussi être suivi en général de la stimulation du système SRAA. Système rénine-angiotensin-aldostérone fonctionne comme ceci. Donc les reins qu'on va dessiner comme ça, ils vont détecter la baisse de débit et ils vont sécréter de la rénine. Ça va ensuite produire de l'angiotensine 1. L'angiotensine 1, elle, va être convertie en angiotensine 2 par l'enzyme de conversion. Par ce mécanisme-là, l'angiotensine 2 va, elle, agir comme un puissant vasoconstricteur. Ensuite, ce mécanisme-là va entraîner la sécrétion d'aldostérone. Donc l'aldostérone, elle sera produite par les glandes surrénales, qui sont des petites glandes situées au-dessus du rein. Ces glandes surrénales, elles vont entraîner la création d'aldostérone. L'aldostérone, quant à elle, elle va agir sur les reins et ça va permettre la rétention de sodium et d'eau, donc de sel et d'eau. Donc ce principe-là, ça va faire qu'il va y avoir une plus grosse volémie. En fait, la volémie, ça va être le volume sanguin qui circule en fait dans le corps. À court terme, tout ça, ça va maintenir le débit. Mais le problème, c'est qu'à long terme, la vasoconstriction permanente, ça va augmenter la post-charge. Ça va aussi emmener à la rétention hydrosodée. La rétention hydrosodée, ça va donc être la rétention de sel et d'eau. La rétention hydrosodée, ça va surcharger le ventricule. Le ventricule, il va avoir trop de travail à effectuer pour évacuer le sang présent en lui. Le travail excessif, ça va entraîner un remodelage ventriculaire. C'est-à-dire qu'à force de contracter et d'être trop sollicité, le muscle il va se dilater, il va se fibroser et il va perdre de la contractilité. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Tout ça, ça va faire que les peptides natriuréniques, donc les BNP, les NT-proBNP, seront sécrétés par les ventricules en réponse à cette surcharge. Donc ça veut dire qu'on peut, via une biologie sanguine, voir l'état des NT-proBNP, donc de voir une potentielle souffrance cardiaque qui aurait été caractérisée. Maintenant, l'insuffisance cardiaque, elle se manifeste différemment selon les ventricules atteints. Donc en fait, c'est une logique anatomique. Le ventricule droit et le ventricule gauche, ils vont pas être atteints de la même manière. L'insuffisance cardiaque gauche, elle va se définir comme l'éjection non efficace. Ça veut dire que le sang il va s'accumuler en amont, dans les veines pulmonaires et puis du coup dans les capillaires pulmonaires, et la pression hydrostatique, elle va augmenter dans les capillaires. Le liquide, du coup, il va du sang vers les alvéoles. Les alvéoles vont se remplir de fluide en fait. Le patient, du coup, il va avoir plusieurs signes de ce mécanisme-là. Tout d'abord, il va avoir l'orthopnée. Orthopnée, ça veut dire augmentation de la fréquence respiratoire. Le patient ne va plus supporter d'être allongé à terme, parce que ça va augmenter le retour veineux dans les poumons, et donc la congestion. Les signes de ça va être la toux sèche, ça va être les crépitants en auscultation, et ça va être la tachycardie. Donc les alvéoles vont devenir pleines d'eau, donc le patient, il va potentiellement désaturer, il va potentiellement avoir plus de difficultés respiratoires. Quand il va effectuer des efforts, c'est souvent par exemple monter les marches, etc., il va avoir beaucoup de dyspnée. Et donc ces signes-là, c'est des signes de congestion pulmonaire. L'insuffisance cardiaque droite, quant à elle, va pas avoir le même mécanisme. D'abord, en fait, c'est le ventricule droit qui n'éjecte plus. C'est-à-dire que tout le réseau veineux périphérique va recevoir plus de sang. Il y aura du coup des œdèmes des membres inférieurs. On est aussi du coup dans des turgescences jugulaires, aussi dans une hépatomégalie. Donc hépatomégalie, ça veut dire augmentation du volume du foie. Et le stade terminal de tout ce mécanisme-là, c'est donc l'anasarque. L'anasarque, ça signifie donc l'accumulation de liquide dans tous les organes du corps. Sur ce même principe-là, on peut se demander du coup,
Qu'est-ce qui empêche une insuffisance cardiaque gauche de devenir une insuffisance cardiaque droite? En fait, ça arrive très souvent. C'est l'association des deux tableaux. Le stade évolué, en fait, de l'insuffisance cardiaque gauche. Et du coup, l'insuffisance cardiaque globale, ça va entraîner des tableaux comme des œdèmes des membres inférieurs, mais aussi des œdèmes pulmonaires. Sachant qu'on a vu juste avant que les œdèmes pulmonaires, c'est signe de l'insuffisance cardiaque gauche, et que les œdèmes des membres inférieurs, c'est signe de l'insuffisance cardiaque droite. On peut savoir que la FEVG, donc ce qui va permettre de comprendre l'efficacité que le ventricule gauche a de se contracter, et donc potentiellement de diagnostiquer une insuffisance cardiaque, qu'on va faire une ETT, donc échographie transthoracique, et qu'on va analyser la fraction d'éjection du ventricule gauche. On va du coup aussi avoir, pour déceler ces signes-là, la biologie sanguine, à la recherche de, comme on l'a dit tout à l'heure, les NT-proBNP et les BNP. Enfin, pour les traitements, on peut penser à BAIS. BAIS, c'est ce mécanisme-là. Tout d'abord, on va avoir des bêta-bloquants, donc ça va être tout ce qui est par exemple bisoprolol, athénolol, etc. Les bêta-bloquants, ça va réduire la fréquence cardiaque, ça va diminuer en fait le travail que le myocarde a effectué. Le cœur aura moins à se contracter parce que la tension artérielle va descendre, donc du coup le travail va être plus simple pour lui. Ensuite, on va avoir le A, donc IEC ou ARNI. Donc en fait, ça va être des antihypertenseurs. ARNI ou IEC, sachant que c'est l'un ou l'autre, on ne peut pas associer les deux. Les IEC, donc par exemple, ça va être le ramipril, l'énalipril, ça va en fait bloquer l'enzyme de conversion. Donc on l'a vu juste avant, l'enzyme de conversion, c'est ça. Si on bloque l'enzyme de conversion, on sait que l'angiotensine 2 ne va pas être produite. Donc on sait aussi qu'il ne va pas y avoir de vasoconstriction, donc pas de hausse de la pression artérielle, donc une moindre production d'aldostérone, et en fait on va essayer de casser ce cercle vicieux-là. L'ARNI, quant à lui, ça va être l'association de sacubitril et valsartan, donc on appelle Entresto. L'Entresto, ça va faire la même chose, mais du coup ça bloque aussi la dégradation des peptides natriurétiques. Ensuite, le I, ça va être anti-aldostérone. Donc c'est tout ce qui est spironolactone, éplérénone, ça va être en fait un bloqueur d'aldostérone. L'aldostérone, du coup on l'a vu juste avant, c'est ça, l'aldostérone qui est produite par les glandes surrénales. Ça va donc augmenter la diurèse. Et enfin, on va avoir les ISGLT2, donc c'est tout ce qui est dapagliflozine, empagliflozine. Ça va augmenter du coup l'élimination urinaire du sodium, donc ce qu'on appelle natriurèse. Enfin, quand on aura une congestion très forte, donc par exemple des signes d'œdème pulmonaire, des signes d'œdème des membres inférieurs, on va souvent voir l'introduction de furosémide. Donc ça, c'est des diurétiques de Lens. Le problème des diurétiques de Lens comme le furosémide, c'est que ça va augmenter l'évacuation des ions potassium. Donc du coup, on va avoir potentiellement des hypokaliémies. En termes de rôle, donc ça veut dire qu'on a deux rôles. On a le rôle infirmier et le rôle sur prescription. Dans le rôle infirmier, on va avoir plusieurs nécessités. On va tout d'abord devoir faire une pesée quotidienne à la même heure. On va aussi avoir le suivi des œdèmes. Même si c'est pas forcément notre rôle de juger l'état des œdèmes, on peut quand même voir si par exemple le patient a pris du poids, si les œdèmes se sont majorés ou non. Et du coup surveiller aussi la diurèse. Donc dans les rôles sous prescription, on va avoir les surveillances des paramètres vitaux, tension artérielle, fréquence cardiaque et saturation en oxygène. On va potentiellement aussi avoir le suivi biologique. Donc ça va être tout ce qui va être la suivi des NT-proBNP. En termes d'éducation thérapeutique, donc ce qu'on va devoir expliquer aux patients, c'est surtout le côté éviter le sel. Donc c'est-à-dire que c'est pas éviter tous les sels, éviter tout le temps le sel, c'est éviter au maximum de consommer trop grosse quantité de sel. Le régime en général hydrosodé, donc régime hydrosodé, c'est souvent entre 4 à 6 grammes par jour. Parce qu'un trop gros apport de sel, ça va entraîner une rétention hydrosodée et ça a encore un risque de décompensation cardiaque. Donc voilà pour le résumé sur l'insuffisance cardiaque. Du coup, tout le contenu de ce qui a été dit là est retrouvé dans les fiches de révision qui sont présentes sur LearnMed. Le site est en bio. Vous pourrez trouver facilement du coup la fiche de révision et vous aurez aussi le lien vers l'Excalibro si ça vous intéresse d'avoir les petits schémas et les petites explications. Donc n'hésitez pas à faire des retours en commentaire de la vidéo et de l'efficacité et je vous remercie d'avoir suivi.